Nous revenons pour la dernière partie avec nos invités, Pasteur Edo Komi, Adam Adjornou et Ibrahim Atian, avant justement de parler du Togo et de la suspension des expulsions et démolitions en masse. Nous allons encore un peu parler du Congo. Vous avez voulu, Ibrahim Atian, ajouter des aspects. Oui, je voulais parler seulement du cadre juridique qui encadre ce mécanisme de déclaration des biens et des avoirs. Donc dire que si les oppositions ou bien la société civile estiment que la façon de faire, la façon de déclarer et tout ce qui est contenu ou bien du traitement qui est réservé à cette déclaration, je pense que c'est en amont que les forces là devaient agir au moment où on votait la loi sur la déclaration de ces biens et de ces avoirs. Si je fais un parallèle avec ce qui se passe au Togo, vous savez que nous avons un parlement actuellement au Togo qui est un parlement, je ne dirais pas monocolore, mais je dirais un parlement qui joue aussi son rôle, qui joue pleinement son rôle en matière de contrôle de l'action publique. Mais quand la loi est allée au Parlement, il n'y avait pas des voix assez disponibles pour pouvoir amener à perfectionner ou bien à améliorer. Autant pour moi, chose de cette loi. Aujourd'hui, si on commence par faire ces déclarations et que le public ça n'aura plus d'effet, ne sait pas véritablement ce que les gens ont comme avoir, ce n'est pas la faute à ce qui est en train d'être fait, mais c'est ce qui a été voté. Conformément à ce qui a été voté. Donc c'est pourquoi je disais qu'en amont, il faudrait que la société civile, les politiques fassent vraiment des lobbying qu'il faut et surtout être au rendez-vous des échéances électorales pour ne pas, après tout regretter, de ne pas être au Parlement pour pouvoir influencer ou là où se fait la loi. Non, je pense que tout est déjà dit et je pense qu'il appartient de toutes les façons, vous savez, lorsque ces problèmes-là se posent, il faudrait forcément qu'on puisse donc tirer, disons, leçon puisque d'abord le Congo a dévancé. Je pense que le Togo d'ici peu va suivre. Il y a aussi d'autres pays également qui vont suivre. Il nous appartient de pouvoir peut-être tirer les aspects de positivité de ce qui s'est passé ailleurs et améliorer ce qui doit se faire chez nous. Les ordonnances judiciaires portant expulsion massive, démolition d'immeubles et tout déguerpissement massif des populations sont suspendus, a annoncé le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, qui des expropriations et réserves administratives. Nous allons discuter de cela avec nos chers invités, mais bien avant de commencer, il va falloir définir certains termes, parce que nos amis peut-être ne sont pas aussi bien informés. Expropriation et réserve administrative, parce que les deux pouvez nous aider ou je le fais. Non, mais écoutez, d'abord, féliciter le président de la Cour suprême qui, depuis sa nomination, est en train de relever les grands défis qui s'imposent à la justice togolaise, qui ont tourné le visage, en termes simples, le visage de la justice togolaise, avec beaucoup de problèmes que nous connaissons. Voilà, quand on revient un peu sur, vous prenez les réserves administratives, c'est les domaines qui sont publics, les domaines qui sont d'utilité publique. Qui sont réservés pour les infrastructures, qui sont réservés pour les marchés, les biens publics, les écoles, les services publics. Ça, c'est ça, le réserve administratif. Quand on parle d'expropriation, expropriation, c'est quand vous êtes propriétaire et que on vous prend, enfin, je sais pas comment, le droit de propriété. Vous n'êtes plus propriétaire, donc on vous exproprie. Et quand on vous exproprie, il y a quand même la Constitution, l'article 27 de la Constitution, qui est clair là-dessus. Donc, quand on vous exproprie, vous avez besoin d'être indemnisé. Donc, vous n'êtes plus propriétaire, on vous exproprie. Vous n'avez plus le droit de propriété. Le droit de propriété est confié à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas précis, souvent, c'est l'État, c'est la force publique, l'État qui a ce pouvoir-là de pouvoir exproprier. Et quand vous êtes victime, obligatoirement, le droit, la Constitution vous donne le droit
d'être indemnisés. Vous êtes acteur de la société civile, vous pensez qu'au Togo cela se fait, surtout les indemnisations? Oui, je crois que je ne vais pas quand même jeter de l'opprobre sur l'État togolais. C'est vrai, à certains niveaux, les indemnités ont été faites. Nous avons suivi des populations à certains endroits où quand même ils sont rentrés, ces populations sont rentrées dans le droit. Ailleurs, c'est vrai quand même c'est un coup, d'autres carrément on n'a pas pu parce que là, c'est quand ça relève des dossiers d'État. Vous prenez par exemple le champ de tir. Prenez par exemple le champ de tir ici. On avait parlé de ça. Le champ de tir. Le champ de tir, c'est un domaine qui a été temporairement affecté aux forces armées depuis 1957. Pas Sylvanis Olympio. C'était à l'époque. Temporellement. C'était temporel. Les caisses disent, quand vous prenez le journal officiel, c'est dit temporellement. Hein? Donc c'est depuis 1957, temporellement. Et quand vous prenez le code foncier... C'était pas Sylvanis Olympio ou bien Nicolas Gruniski? Nicolas Gruniski. Le Premier ministre. Donc quand vous prenez le code foncier, quand on occupe, l'occupation temporaire ne dure pas plus de 5 ans. Et quand on dépasse 5 ans, ça rentre dans le truc d'expropriation. 5 ans après, donc, on exproprie les gens et du coup, les gens ont leurs droits, doivent être indemnisés. Mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, vous prenez le champ de tir, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous voyez, même aujourd'hui, les forces armées ont titre foncier. Oui. Les forces armées ont un titre foncier sur le domaine. Oui. Alors, comment ça s'est passé? D'une simple attribution temporaire, on est arrivé à avoir droit de propriété. Un titre foncier. Un droit de propriété. Un droit de propriété. Alors que vous prenez un certain monsieur Romao qui a plus de 24 hectares dans le domaine, le vieux là, il y a un vieux là. Lui aussi, il a un titre foncier. Lui aussi a un titre foncier. Lui aussi, le monsieur Romao, il a aussi un titre foncier. Alors comment ça s'est passé? Alors que le titre foncier est définitif et inattaquable. Donc le dossier est même devant les tribunaux. Le dossier même là est devant les tribunaux aujourd'hui. Et bien là, quand vous allez là, c'est les militaires qui vous refoulent. Donc c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Oui, mais ce qui en fait, il faut rajouter sur ce domaine public là, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, l'État, compte tenu des planifications et de certains domaines à construire, et l'État lui-même achète des propriétés. Et là, ça devient un domaine étatique, mais il a acheté. Puis on l'a constaté avec, disons, ces projets de villas qui vont s'ériger de part et d'autre. L'État achète lui-même ces domaines. Et ça, seulement la grande nuance, c'est que vous allez partout ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai que la mésentente entre la population et l'État, c'est que l'État, lui, il a la valeur du terrain partout où il est. Même contrairement, contrairement à la population qui dit voilà, nous sommes peut-être vénal, voilà. Nous sommes ici à Torchi, les terrains coûtent peut-être 20 millions. L'État lui ne va pas acheter ces terrains-là à 20 millions. C'est un peu la nuance qu'il faut véritablement. Parce qu'au niveau de cadastre, il y a des prix. Mètre carré. Donc, quand vous prenez les vulgaires, c'est la spéculation. 20 millions. Par contre, quand vous prenez l'État, ça peut être à 20 millions. C'est en fonction du prix au mètre carré. C'est comme ça se fait. Et donc, du coup, on estime que l'État peut acheter. Mais dans le cas d'espèces, l'État a acheté auprès de qui? Puisque les collectivités continuent de réclamer. L'État a acheté auprès de qui pour avoir un titre foncier? C'est un peu ça la nuance au niveau du champ de tir. Quand on prend l'exemple du champ de tir, Pasteur Edo, comme il a dit, c'est l'article 256, si je ne me trompe pas, qui le dit, que le titre foncier est inattaquable, définitif et inattaquable. Alors, il faut indemniser les populations, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Non, le processus a enclenché. Depuis quand il doit le savoir, parce que quand il dit le processus a enclenché, ce n'est pas qu'on a commencé déjà par distribuer les chèques. Il ne dit pas ça. Ça voudrait dire qu'ils sont à l'étape du recensement. On doit recenser les propriétaires, les collectivités. Les gens doivent apporter les pièces de conviction. Les droits propriétaires. C'est un processus, donc je pense que je ne sais pas à quel niveau est le dossier actuellement, mais je sais qu'il y a un début. Les forces armées ont eu par le passé à discuter même avec les collectivités pour pouvoir normaliser cette situation au niveau du champ de tir. C'est que les discussions
sont au point mort. C'est un peu ça. Donc, c'est juste pour dire que les discussions sont au point mort et que l'affaire est pendante maintenant devant les tribunaux. C'est un peu ça. Vous parlez au Mao, vous le connaissez? Oui, je connais bien le vieux. Je connais qu'il a un titre foncier. Bien sûr, non, je le connais très bien. Je ne peux pas venir dire ici qu'au Mao a un titre foncier. Non, mais vous éclairer sur l'avancement du dossier. Non, je sais, c'est ce que je dis, que c'est au point mort. Je l'ai déjà dit que c'est au point mort pour le moment. Et l'autre aspect aussi, il faut aussi faire remarquer qu'entre-temps, il y a eu un nouveau code. Oui, bien sûr, le nouveau code, oui. Tout à fait. Et par le passé, ce qui se faisait au cadastre, c'était vraiment de l'anarchie. Oui. Ça, il faut l'avouer. Donc, vous pouvez même avoir un domaine, vous arrivez, quelqu'un aussi peut venir avec le même domaine. Du moment où il n'y avait pas un travail assez sérieux avec les relevés. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une certaine cohésion, une certaine concordance par rapport au nouveau code foncier. Je crois que tout est clair. Maintenant, voilà, les choses sont tout est clair. Tout est clair. Travail qui a été fait. Parce que les gens se sont rendus compte, les autorités même togolaises se sont rendus compte que le problème du foncier constitue vraiment une bombe à retardement. Et qu'à un moment donné, les autorités ont pris la mesure de la chose et ont estimé qu'il faut vraiment voir clair dans ce domaine, normaliser les choses. Mais ça ne faut pas se faire de façon automatique. Donc voilà pourquoi c'est par palier que les autorités évoluent. On a le nouveau code foncier qui est là actuellement. On a aussi revu... Et qui doit répondre, qui doit être en concordance quand même. Même du cadastre et autres, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été améliorées. Et aujourd'hui même, vous avez vu la simplification au niveau du titre foncier. Ce n'est plus la croix et la bannière comme par le passé. Aujourd'hui, il y a un guichet qui enregistre et le travail aussi est fait de façon méthodique. Je suis heureux. Moi, je me dis que en tout cas dans un futur proche, il y aura quand même peu de choses. Non, oui, non. Moi, je suis heureux de savoir que l'État veut assainir tout le secteur avant de pouvoir faire face même à la réalité, au dossier. Et moi, une fois encore, je me félicite parce que nous avions fait ce plaidoyer auprès du ministre de la Justice, auprès du chef de l'État, pour qu'il y ait une suspension de cette démolition. Moi, je suis très fier de cette décision, même si ces derniers jours, on voit quand même qu'après cette annonce-là, on sent quand même qu'il y a encore des vérités que ce qu'on nous signale. On a appris qu'il y avait aussi des démolitions. Oui, justement. Est-ce que justement, ils ont mandat de la justice avant de le faire? Non, puisque l'affaire est pendante au niveau de la justice, même s'il y a aujourd'hui des décisions d'exécution, comme avec cette sortie-là, je crois qu'on doit mettre tout au stand-by. En principe, c'est ça, c'est ce que les textes disent. Puisque ces gens-là qui vont se retrouver en train de faire ça seront poursuivis pour vandalisme et puis destruction volontaire. Je crois que c'est ça. C'est ce que le communiqué, la décision du président de la Cour suprême. Simplement, moi je suis très fier qu'on a pu arrêter, on a pu suspendre ces démolitions parce qu'elles ont fait beaucoup de ravages, des dégâts. Les gens sont morts. Il y a eu des morts. Lors de ces démolitions, les gens ont perdu beaucoup de choses. Donc, les gens sont aujourd'hui désespérés. Et que cette décision de suspension est une bonne chose pour faire l'état des lieux. Parce qu'on estime que certaines décisions, la plupart des temps, sont iniques. Les décisions sont faites sur la tête du client. Sont sur la tête pour qu'on puisse aller, par exemple, démolir tout un village. Vous en savez, on en a parlé, il y a plusieurs cas. Donc, je crois que c'est une décision certainement qui est à l'aval du chef de l'État, puisque nous avons saisi le chef de l'État plusieurs fois sur ce sujet. Aujourd'hui, pour nous, on ne va pas trop crier victoire, mais on va être très vigilant pour qu'il y ait l'aspect pratique, voir l'aspect pratique de la chose. Mais quand même, je me dis que nous nous félicitons de ce qui est fait. Ça va donner un ouf, c'est un ouf de soulagement, parce que tout ce qui est en cours aujourd'hui, il faut suspendre tout ce qui est en cours. Toutes les décisions qui sont en cours, il faut les suspendre. Et je crois que pour remettre la balle à terre et essayer de redéfinir une nouvelle stratégie, une nouvelle approche par rapport à ces genres de décisions. En tant qu'on dit cette décision à l'aval du chef de l'État, c'est une excellente chose. Je prends toujours l'exemple du champ de tir. Quand on dit que l'armée est une institution de l'État, donc quand on voit les forces armées qui font des démolitions, on l'a déjà dit, alors vous pensez véritablement que l'armée aussi, comme d'autres puissants, vont exécuter ce qui est sorti par le président de la Cour suprême? Vous savez, moi je pense que c'est une décision à nuancer.
Et à nuancer, c'est vrai que la décision, plus ou moins moi, je ne la vois pas tellement salutaire. Pour la simple et bonne raison que cette décision-là n'a pas pris en compte, disons, il n'y a pas eu des verrous qui recadrent véritablement donc, cette décision-là. Puisque moi, j'ai fait une grande analyse aujourd'hui, basée sur des approches liées également à certains magistrats. Puisque ce que j'ai constaté, jusqu'alors, le président Yaya, depuis qu'il est nommé à ce poste-là, il est pratiquement dans l'opinion, il y a des déclarations de bonne intention. C'est vrai que cette dernière sortie devait donc acter, disons, le fait de sortir de cette déclaration de bonne intention, de pouvoir acter quelque chose. Mais malheureusement, cette décision-là, pour moi, n'est pas véritablement encadrée. Pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez, on dit, lorsque vous prenez cette décision-là, d'abord, il n'a pas su dissocier disons, le régime foncier du régime locatif en ce qui concerne dans cette décision-là. Lorsqu'on parle de déguerpiment, ça concerne également le régime locatif. Et ça, sa position n'a pas dissocié les deux. Ça voudrait dire quelque part qu'on peut encourager les locataires véreux à ne pas donc payer leurs locataires. Ça, c'est d'un côté, d'un autre aspect. Mais également, sa décision, il s'attaquait par exemple aux forces de l'ordre qui portent main forte donc aux issues de justice pour aller donc faire de cette démolition-là. Hop, tout à fait. Non, pour la question de groupe, c'est pratiquement à part, puisque la question n'a même pas été abordée. Voilà pourquoi je dis que il faut. Oui, j'en viens. Donc pour dire quelque part que d'abord, lorsque vous prenez par le passé, lorsque vous prenez les huissiers eux-mêmes allaient, d'une manière comme ça, aller demander donc la force publique de leur porter main forte. Mais depuis un moment, c'est véritablement encadré avec un processus très rigoureux parce que lorsque vous prenez ces forces de l'ordre-là, ils n'ont rien à voir avec ces procédures-là. D'abord, ils font des enquêtes et ils font des sommations en ce qui concerne la gendarmerie. Ils font des sommations, mais la police fait également des enquêtes, même 2-3 enquêtes. Et ils soumettent ces enquêtes-là au ministère. Et le ministère acte. C'est en ce moment que l'effectif même à mobiliser pour les démolitions, etc., dépend un peu de la hauteur de la situation en place. Donc, quelque part, c'est pourquoi moi je dis, quelque part, il faut prendre cette mesure-là avec beaucoup de pincettes. Puisqu'aujourd'hui, on sait véritablement qu'il y a des gens qui sont pratiquement spécialisés. Aujourd'hui, on vient voir un domaine qui est vide, on essaie donc de faire quelque chose et vous contraindre à pouvoir donc aller vers le processus judiciaire en sachant pertinemment qu'ils ont, disons, donc des magistrats derrière qui vont leur faire passer donc, et gagner le processus. Donc, c'est pourquoi moi je dis que Yaya devait aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout à l'heure évoqué la question des groupes-là, qui sont donc à l'avant-garde de ce processus-là. Et donc, je pense que lorsqu'on ne met pas les garde-fous pour dire, à partir d'aujourd'hui, ni ceux-là qui viendront s'installer illégalement sur des terrains, il faudrait quand même qu'il y ait un aspect de la loi qui les touche. Mais au même moment, vous savez aujourd'hui que les briques, ça ne se fabrique pas, ça s'achète. Et lorsque quelqu'un veut véritablement donc vous imposer ce genre de choses-là, il vient en une journée, 2 jours, on peut faire un grand édifice sur un terrain. Et on dit, durant 5 ans, il faudrait quand même, pour arriver donc à ce déguerpissement-là, vous le dédommager. Lorsque lui sait quand même qu'il est dans un mauvais rôle, il ira ériger, sachant pertinemment que l'immeuble va être évalué et être dédommagé. Donc, quelque part, moi, je pense que le problème n'est pas du tout résolu. On a juste déplacé un problème pour en créer d'autres. Maintenant, pour revenir donc à cette question, il essaie peut-être à cette décision depuis qu'il est là. Moi, je pense que, quoi qu'on dise, on ne peut pas mettre tous les magistrats dans le même panier. Il y a des magistrats qui font leur travail d'une manière excellente, mais également, il y en a qui le font d'une manière, ils essaient même de monnayer les décisions de justice. Donc je pense que Yaya, au lieu de galvauder entièrement cette profession qui est un pouvoir qui équilibre, quoi qu'on dise, il faudrait quand même qu'il puisse quand même raison garder et prendre des décisions qu'il faut et éviter de pouvoir faire en sorte que la population, puisque de toutes les façons, pour moi, il essaie un peu d'accentuer le fait que la population hésitera à avoir toujours confiance à ces magistrats-là que nous avons. Mais au même moment, pour que je chute, moi je pense que pour arriver véritablement donc à pouvoir avoir des magistrats qui se départissent un peu de cette question pécuniaire-là, il faudrait aller à une mesure proposée par un magistrat par le passé qui avait dit la manière dont les recrutements de magistrats se font dans nos pays
ne sont pas les meilleurs. Il faudrait quand même qu'on puisse escorter la position anglaise qui fait en sorte qu'un magistrat, avant d'arriver à être magistrat, doit faire un parcours excellent dans beaucoup d'institutions. Là, il démystifie la question pécuniaire et lorsqu'il vient aux affaires, c'est toujours excellent. L'un de discréditer le magistrat togolais. Il a été le pouvoir judiciaire entièrement. Le pouvoir judiciaire, il a été clair. Il reconnaît qu'il y a des juges, des magistrats qui font de très bons boulots, mais il y a un groupuscule. Il a reconnu que c'est un groupuscule. Il y a un groupuscule vraiment qui ne résiste pas au régime à la tentation de la corruption. D'abus de pouvoir et autres. Donc ça a été clair. Moi je crois que quand on parle de déguerpissement, en fait, déguerpissement, c'est en ce sens que d'occupation, les gens qui occupent un certain domaine donné. Non, ça a une explication judiciaire et juridique. Ça a une explication. Moi, ce que j'ai dit, c'est l'explication juridique donnée au déguerpissement que moi j'ai analysé. Vous parlez il parle de l'aspect. Non, ici vous parlez d'une opinion. Moi, je parle de l'explication juridique. L'aspect locatif. On ne peut pas. C'est ce que la loi dit. Non, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui ne fait pas ses loyers. On ne peut pas le faire. C'est ce que la loi dit en parlant donc de déguerpissement. C'est les deux aspects. Oui, c'est les deux aspects, mais l'aspect qui est pris en compte aujourd'hui. Non, il n'a pas dit. Non, on sait. Non, il n'a pas dit. Mais il n'est pas rentré dans le détail. Je dis, il n'est pas rentré dans le détail. En tout cas, moi j'ai dit, je ne suis pas dans les opinions. J'ai fait une analyse scientifique liée donc à ce que j'ai dit. De manière générale, le président de la Cour suprême s'est rendu compte d'une évidence. Et l'évidence, c'est qu'aujourd'hui, les démolitions, les expulsions et les déguerpissements ont causé de tort au peuple Oui, congolais. ça on en a conscience. De manière générale, il a fait une sortie. Maintenant, je suis d'accord qu'on encadre cette sortie-là, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer avec des précisions. Et est-ce que c'est un arrêté? Je ne sais pas comment ça va être pris pour que toutes les institutions de l'État concernées puissent avoir une copie. Parce que je ne parle pas des sorties médiatiques. Les gens non, ça n'a pas force de loi. Ça n'a pas force de loi. Donc il faut maintenant l'entourer de force de loi pour que ça puisse aller dans les services les plus qui sont concernés. Et du coup, nous on estime que c'est un pas de franchi. Vous savez, c'est un tronc commun. Il a joué de manière tronc commun. Maintenant, il faut tamiser les choses pour que les aspects soient pris en compte. Parce que, sincèrement, je vous avoue que les Togolais... Mais non, vous permettez peut-être une seconde. Tu as bien fait, tu l'as bien fait. Juste une seconde. Oui, maintenant, on est face à une situation qui fait du mal au peuple togolais. Et il faut aller. Hein? Le temps presse, il faut aller. Il a motivé, il a essayé de dire les raisons qui l'amènent vraiment à demander à ce qu'il y ait suspension de cette démolition, de cette déguerpissement. Il a parlé de la cohésion sociale. Oui. C'est par rapport à un problème sérieux qui se pose dans la société, par rapport à ces déguerpissements. Et puis après, on voit la cabaka. Parce que ça crée des tensions. Vous avez une personne qui arrive et avec une décision de justice, comment ça a été rendu, je le sais. Des fois, les décisions, décision à huis clos. C'est possible. La personne demande à ce qu'on déguerpisse tout un village. Oui. Ça crée un sérieux problème de cohésion, ça crée un problème de vivre ensemble. De vivre ensemble, bien évidemment. Et donc, le juge a estimé qu'il faut arrêter. Et lorsqu'il doit avoir des démolitions ou bien des déguerpissements à un lieu, il faut qu'il y ait des enquêtes préalables. Oui. Il a bien motivé. Il a bien précisé cela. Donc, il faut qu'il y ait des motifs. Il faut qu'on s'assure vraiment que la décision qu'on prend de déguerpissement est motivée par... Ça ne soit pas léger. Michel, tu permets juste ça. Et maintenant, pour terminer, Adam parlait des insuffisances par rapport à la sortie. C'est vrai. Bien sûr, on le connaît. Actuellement, on dit de suspendre ça. Mais les décisions qui ont été rendues par des juges honnêtes, des juges crédibles, qui ont fait des... Voilà. Elle lui... Non. Oui, mais même là, pour venir. Des éclaircissements. À apporter vraiment à la décision. Et j'estime que ça ne doit pas se faire d'une manière aléatoire. Médiatique. Voilà, ce n'est pas... Oui. Ça doit être vraiment un travail beaucoup plus souterrain, beaucoup plus approfondi, structuré. Il y a une question également du crédibilité de sa personnalité qui se pose, puisque lui-même également constitue pratiquement une alternative dans la chaîne judiciaire. Puisque de toutes les façons, il y a des décisions qui sont pendantes à son égard. Maintenant, prenant dans cette décision, il y a des motivations qui peuvent donc s'inviter. Les gens peuvent penser que voilà, il y a certains dossiers qui ne puissent pas donc avoir des aboutissants
effectivement heureux. Voilà pourquoi nous estimons qu'en temps normal, il appartenait au ministère de la Justice de pouvoir prendre une telle décision. Ça aurait pu quand même convaincre. Mais au même moment, moi, je pense que, parlant donc de cohésion sociale, il y a même un cas de dégagement où le maire non, je parle même d'un dégagement lié donc au maire Aboka qui crée véritablement dans des frustrations aujourd'hui. Puisqu'on ne peut pas voir en ce moment où il est très difficile de pouvoir donc joindre les bouts. Et au même moment, on nous dit, sans véritablement avoir des planifications sur ces lieux-là où on dégapille les gens et aller donc à ces dégapissements-là. Au même moment, le ministère de l'administration, la primature, etc., personne ne dit rien. Et les gens sont frustrés dans l'âme et on recrée encore de la misère, plus de la misère pour les populations. Je pense que cette question-là date d'être revue. Je suis d'accord que notre collègue, moi je suis maire, je suis d'accord que notre collègue n'a pas bien choisi la période. Parce qu'à ce moment-là, on devait quand même différer cette opération-là, qui va faire quand même beaucoup de mille. On réduit des gens dans l'extrême pauvreté, c'est quand même grave. C'était riche, hein? Merci beaucoup à vous, Ibrahim Matia, journaliste. C'est un plaisir partagé. De temps nouveau, passeur et combien on est toujours ensemble. Hein? On est toujours ensemble, beaucoup spécial aux enseignants. Ouais. Les amis de tous les jours. Président du mouvement Martin Luther King, journaliste Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous. C'est un plaisir. On vous dit également merci. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite. Merci, c'est un plaisir.